Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Plug ta manette. Nous sommes une gang d'étudiants de l'UQAM dans la maîtrise en communication, concentration jeux vidéo et ludification. Nous nous rassemblons pour discuter d'un jeu vidéo québécois. Dans la première partie de l'épisode, nous présentons rapidement le jeu du mois. Nous faisons un tour de table pour donner nos impressions générales et surtout sans spoilers ou divulgateurs. Dans la deuxième partie, à l'inverse, nous rentrons en détail dans les différents aspects du jeu qui nous ont marqués. Je suis François. Hello, je suis Émile. Et cette semaine, nous sommes accompagnés de Laurie. Allô? Et de Sacha. Bonjour! Ah, pour vrai, gang, je suis vraiment content de vous voir. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas réunis pour enregistrer l'épisode. Depuis qu'on fait ça au mois, on se voit beaucoup moins C'est vrai, qu'avant. ça fait fucking bye. Ouais. Puis, surtout, quand on mentionne dans le dernier épisode qu'on avait un gros backlog puis que c'était 3 mois, ben, durant l'été, on n'a rien fait. Donc, ben, on a plus de backlog. Puis, ça va vraiment être au vrai mois. Puis sinon, pour ceux qui ont été au Megamix 2022, comment vous avez aimé? Ou comment a été votre expérience? OK, ben oui, ben moi, je suis allée au Megamix cette année. C'était la première fois que j'allais dans un événement de type congrès, tout court. Puis là, ben congrès sur l'industrie du jeu vidéo, c'était vraiment nice. Pour ma part, j'ai assisté à 2 journées complètes. Ma première journée, j'ai assisté à des conférences surtout. C'était comme un peu en fait, c'était la thématique académie. Academia. Fait qu'on a eu vraiment des conférences beaucoup par rapport à la recherche et autres. Donc, c'était super intéressant d'avoir ce côté-là de l'industrie du jeu vidéo. Et sinon, ben moi, le vendredi, j'étais allée voir des exposants. Puis là, moi, ça a quand même été un bon coup de cœur pour moi parce qu'on a pu jaser avec du monde, faire du réseautage. On a échangé des comptes LinkedIn pour avoir des contacts un peu. Fait que je trouvais ça vraiment le fun de pouvoir... en fait, ça m'a vraiment motivée, même en tout cas pour mon futur. J'étais comme, hey, je pourrais travailler là, ci, puis ça. Puis en tout cas, bien aimé mon expérience pour cette année. Excellent. De mon côté, j'ai décidé de faire du bénévolat pour pouvoir accéder un peu à tout pendant le Megamix, que je me suis défoncé les pieds. Mais honnêtement, tout ce qui était conférence, avoir accès à tous les devs. Moi, je me suis surtout concentré sur les devs indie, là, mais pouvoir parler directement avec les gens, puis ça donnait. En tout cas, c'est pour nous qui étudions le jeu vidéo, ça nous a permis de vraiment d'être directement dans le cœur de la chose. C'était stimulant, c'était incroyable. Ouais, puis c'était vraiment le fun parce que moi, tu sais, nous, surtout avec notre programme, une des opportunités qui s'offre à nous, c'est le fait de faire de la recherche utilisateur pour un studio de jeux vidéo. Fait que d'aller discuter avec des studios puis voir, hey, vous, avez-vous une team qui fait de la recherche sur les. Puis là, il y en a que c'était oui, il y en a que c'était non. Tu sais, les jeux indie, souvent, c'était non. On voyait que les grosses compagnies, c'était plus oui. Fait que là, tu sais, ça m'ouvrait les voies à voir, OK, il faudrait peut-être que j'aille voir plus tel genre de compagnie si je veux faire ce métier-là, par exemple. Fait que c'était bien le fun. Yeah, moi aussi, j'ai adoré mon expérience. Ça faisait du bien de retourner dans un congrès en personne, parce que les dernières éditions du Megamix, ils étaient à distance. Ça Mm. va faire plusieurs années que j'y vais, puis à chaque fois, c'est toujours super le fun. Puis même cette année, euh, j'allais à la fois pour la Fondation des gardiens virtuels, puis un peu justement pour tout ce qui est UQAM et recherche et tout avec justement le sommet Academia qui avait eu lieu de mardi puis différentes conférences. Super intéressant. Définitivement un rendez-vous à ne pas manquer en 2023. Mm. Énormément. Excellent. Donc, Emile, je te laisse présenter le jeu du mois qui se nomme Foundation. Yes! Donc, Foundation, c'est un jeu développé par Polymorph Games. C'est un studio indépendant basé à Québec, donc dans la ville, pas la province. Qui est en fait composé de 14 personnes. Honnêtement, 14 personnes, c'est quand même impressionnant pour un studio indépendant. Sinon, donc, Foundation, c'est un jeu de type City Builder, un peu comme SimCity,
au final dans une époque médiévale qui va se différencier des autres jeux un peu par son absence de grille. Donc, mettons, si on pense à SimCity, quand tu construis un building, tu as comme une grille qui ressemble à un jeu d'échecs qui se forme à toi, qui se place devant toi. Fait que tu peux juste mettre un building par carré, ou à la limite, tu fais un gros building, puis que ton building va prendre 4 carrés. Mais plutôt, ce qu'ils ont décidé de faire dans Foundation, c'est de faire quelque chose de vraiment organique, qui est très procédural quand même, on va en parler plus tard, où est-ce que vraiment le terrain a aucune limitation, on peut construire les choses comme bon nous semble, et l'intelligence artificielle, les procédures du jeu vont s'arranger pour rendre le tout le plus naturel possible. Comme par exemple les personnages qui vont marcher, des chemins vont finir par se construire sur la route qu'ils vont constamment prendre, plutôt que de nous amener nous à construire le chemin nous-mêmes. Le jeu aussi a été pensé pour le modding. Il a été fait sur un engine créé à l'interne qui s'appelle Hurricane. Il se décuple aussi ce que l'on peut faire. Ce qui veut nécessairement, le modding va décupler ce qu'on peut faire dans le jeu. D'ailleurs, la présence de mods est vraiment le point fort du jeu, surtout si on se fie un peu à ce que les devs disent. C'est important de mentionner que le jeu est en early access, donc le feedback du public est très important pour les devs et ça va faire en sorte que, comment dire, il y a nécessairement un contact, un lien qui se crée entre les devs et le public. D'où l'importance du modding et, comment dire, la discussion entre les développeurs de Polymorph et nécessairement les fans de Foundation. La bande son vient de Odinity, j'en ai aucune idée comment prononcer ça. C'est un groupe allemand. Ils ont fait la tentative de faire une bande sonore un peu se collant justement le plus possible à l'époque médiévale, soit par le choix d'instruments, mais avec un tout petit style zen. Question quand même bien suivre les longues séances du jeu. Juste avec le style de la bande son, au final, que comme j'ai dit, est un peu zen, on peut voir que le but de Fondation, c'est avant tout d'être un jeu qui est relaxant plutôt qu'être anxiogène. Fait que vous n'aurez pas vraiment de combat ou d'ennemis à repousser à travers le jeu. Si je peux me permettre de faire un petit commentaire ici, moi, j'ai quelques petits problèmes avec le jeu. Je sais pas si nous allons faire un tour de table tout à l'heure, mais la note que je donnerais, ce serait un 6 buissons sur 10 rivières. Et pourquoi 6 sur 10? C'est parce que relaxant ne veut pas dire vide, en fait. Même si les mods et les updates qu'on a eu, les mises à jour, ont rajouté du contenu et que c'est tout de même intéressant, c'est pas un jeu que je considérerais relaxant à proprement parler. Comme par exemple, je sais qu'on n'a pas encore fait la critique, mais Spiritfarer, par l'ambiance du jeu, est relaxant. Fondation n'a pas une ambiance relaxante. Il est juste tranquille. Il n'y a juste pas d'action dedans. Donc, petit commentaire ici. Mais c'est intéressant au final, parce que, justement, je sais pas comment dire. Foundation, j'ai trouvé le jeu assez intéressant. Le seul problème, c'est que je suis vraiment pas un fan de City Builder. De RTS, de jeux de gestion en général. C'est vraiment le genre de jeu vidéo que je m'en fous le plus. Fait que j'essaie de jouer au jeu en ayant un regard critique, tout en tentant de l'apprécier pour ce qu'il était puis tout. Puis ouais, ça, il a fait des choses vraiment intéressantes. Genre, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, son rapport à la procédure. Le fait que, justement, plein de choses se faisaient automatiquement. Comme un peu un genre de fourmilière, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que ça, par rapport au petit côté zen, bah, je sais pas trop ça. Il y avait un petit vide. Mais en même temps, je sais pas si les devs ont vraiment annoncé leur jeu comme un jeu relaxant. Genre, au final, c'est plus moi qu'avec François, on avait fait à un moment donné un genre d'interview de la personne en communication, qui gérait les communications du studio. Justement, j'avais posé la question de si le jeu, au final, vu qu'il n'y avait pas tant de choses qui venaient se mettre contre. Qui venaient te mettre des bâtons dans les roues, si on pourrait pas voir le jeu comme une sorte plutôt de jeu bienveillant, justement comme Spiritfarer qui vient embarquer sur ce genre de vague de bienveillance qu'on voit dans les jeux indie. Puis justement, il avait parlé un peu qu'il y avait un style zen qui était recherché puis tout. Mais je pense pas que ça a été vraiment annoncé de manière marketing. Non, et dans les tags Steam, ce n'est pas indiqué comme étant un jeu réconfortant ou calmant ou relaxant. C'est pas du tout. Les 3 tags qui sont accrochés au jeu, c'est construction de ville, stratégie et simulation. Ce qui est assez descriptif de c'est quoi le jeu au final. Au final, beaucoup plus que relaxant. Ouais, non, c'est ça. Parce que je suis moi-même en train de regarder dans mes notes si j'avais noté quelque chose par rapport à l'aspect zen. Puis
c'est pas ça nécessairement que j'identifiais, à part que oui, j'aimais bien la musique. Tu sais, moi, j'aimais jouer plus que 30 heures. Définitivement, j'y rejouerais. Ben, je veux dire, j'ai rejoué. J'ai encore qu'il me manque, pareil, un peu de contenu. Il y a un très gros potentiel, par contre. Déjà, par exemple, avec la patch 1.9, a corrigé plusieurs des commentaires négatifs que j'avais avec la patch 1.8. Fait que déjà là, on voit qu'il y a du contenu. Fait que c'est quelque chose à essayer de jouer, dans le fond, à chaque patch, puis voir qu'est-ce qui arrive. Mais D'ailleurs, on est deux dans cet épisode, donc Laurie et moi, qui avons pas joué à la version 1.9 qui est sortie à peine quelques jours avant l'enregistrement de cet épisode. Donc, il va n'espier. L'épisode, non, la version 1.9 semble avoir quand même apporté des choses assez grosses au jeu. Donc, peut-être qu'il va y avoir un petit décalage à travers les discussions qu'on va avoir sur ce point-là. Ouais, sinon, ben moi, pour ma part, j'ai trouvé... Moi, c'est un jeu un genre de jeu que j'étais pas vraiment habituée de jouer. Fait que, de manière générale, je l'ai trouvé vraiment charmant. Genre, moi, je trouvais ça beau. Je trouvais ça le fun de voir que tout était un petit peu désordonné. Justement, on disait que c'était off-grid. Fait que... Et aussi qu'on pouvait voir comme chacun de nos personnages, que ce soit nos soldats, les gens qui ont des jobs, on pouvait voir vraiment que chacun avait sa petite routine, que tu sais, c'était pas juste comme il y a tant d'habitants dans ta ville. Admettons que tu as 500 habitants dans ta ville, ben on voit les 500 habitants, genre littéralement dans le jeu. Fait que je trouvais que ça donnait une petite ambiance qui était quand même. Je trouvais ça cute, je trouvais ça le fun. Sinon, ben, niveau difficulté, moi, j'ai un petit peu de misère, sincèrement. Une chance que je jouais avec mon copain à côté de moi qui me guidait. Il y a plusieurs mécaniques qui ont fait en sorte que moi, j'ai un peu rushé, surtout pour faire de l'argent ou bien conserver mon argent. Donc, on en discutera plus tard, mais voilà. parfait. Merci tout le monde. Si ça ne vous dérange pas, on va changer tout de suite à la deuxième partie, parce qu'il y a plusieurs points que je veux discuter, et Sacha aussi. Euh, donc, si jamais vous n'avez pas encore joué, on se quitte là-dessus, à moins que ça ne vous dérange pas d'être divulgaché. Puis sinon, on se retrouve après ce court extrait musical. Parfait. Donc, rebonjour tout le monde. Comme Émile mentionnait durant la pause musicale que vous n'avez pas entendue, c'est vrai que le jeu, il n'y a pas vraiment de spoilers parce que c'est pas vraiment une histoire, mais c'est plus des mécaniques clés et tout. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le monde qui a parlé à 1.8 donner leur opinion d'abord. Après ça, moi et Sacha, on va embarquer avec le 1.9 pour voir qu'est-ce qui a été modifié par rapport à ça. Mais au final, peut-être qu'on pourrait y aller un peu justement sur une base de comparaison. Parce que mettons une chose que je me souviens quand j'avais discuté avec le gars en communication, j'ai oublié son nom, ça fait chier, du studio, il disait que justement, comme le contenu du jeu est encore un peu short, vu que le jeu était encore jeune, mais qu'à la 1.9 comptait amener plus de, comment dire, une genre de narration, il comptait d'amener un peu plus de trucs de gestion qui pourraient rajouter un peu plus d'anxiété, justement, que le jeu te mette un peu plus de défis, et non que tout se fasse tout seul d'une certaine manière. Est-ce que la 1.9 en effet rajoute plus de trucs qui nécessitent à ce que tu saches bien gérer ton village? Parce que mettons dans la 1.8, en gros, je sais pas pour toi Laurie, mais mettons les trucs principaux que j'ai vus qu'il fallait gérer, à la limite, il y avait le changement de température qui faisait en sorte que
ça pouvait, mettons, chier un peu tes crops, puis tes récoltes, puis tout, mais au final, c'est juste que tout se fait plus lentement. Sinon, des fois, tu as un moine ou quelqu'un du roi qui vient te voir pour demander des ressources. Au moment que tu as construit ton donjon pour former des gens, des soldats, là, tu commences à pouvoir les envoyer à la guerre, mais c'est quand même assez. Comment dire? Genre, c'est pas vraiment un gameplay de guerre, c'est plus encore une affaire de ressources. Tu t'envoies des humains, puis ils reviennent, puis ça te rapporte de l'argent, puis d'autres ressources, puis des cotes pour améliorer ton commerce et tout. Oui, la 1.9 rajoute des choses et modifie beaucoup. Personnellement, ce que j'ai pas lu la mise à jour, ce qu'elle faisait, j'ai juste joué. Et la 1.8, quand j'ai joué, j'ai trouvé le jeu excessivement facile, en fait. Je l'ai mis en arrière-plan, puis j'ai fait d'autres choses en même temps, parce que souvent, des city Ouais. builders, c'est un peu ça que tu fais. Hein. Tu mets en mode automatique, puis tu vas faire la vaisselle. Mais la 1.9, par exemple, je me suis trouvée un peu plus engagée. Il y avait vraiment une espèce d'arbre de compétences et mon village a évolué beaucoup plus lentement et beaucoup plus difficilement que dans la 1.8. Ce que j'ai beaucoup apprécié et beaucoup aimé, parce que je me suis sentie plus investie dans le petit village. Et par exemple, la 1.9 enlève un peu de la facilité que j'avais à naviguer à travers les menus de la 1.8. La 1.8, je vais être honnête, je n'ai jamais touché au tutoriel. J'ai juste commencé à jouer, j'ai compris les mécaniques. Les simulateurs comme ça, c'est un des types de jeux que j'aime. Donc, ils reviennent tous à peu près au même à un certain niveau. Je passe les tutoriels souvent. Mais la 1.9, j'ai comme perdu un peu l'ergonomie des menus que j'avais dans la 1.8. Il a fallu que j'aille voir un peu où trouver les items, où trouver les choses. Juste un peu moins instinctif. Fait que si j'aurais quelque chose à approcher le build 1.9, c'est ça. Mais la 1.9 est grandement supérieure à la 1.8. Ouais. Côté mécanique de jeu, moi aussi, je suis perdu au départ parce que je m'étais habitué au 1.8. Je suis habitué où est-ce que, par exemple, chaque bâtisse, par exemple, le marché ou les étals, tu mettais, puis tu assignais, puis chaque étal était sa bâtisse en soi. Là, qu'est-ce qu'ils ont changé? C'est par exemple, tu crées un marché. Dans le marché, tu crées des sous-bâtiments que c'est des étals. Donc, en cliquant sur ton marché, là, tu vois toutes les étals que tu as mis. Puis là, c'est facile de. C'est beaucoup plus facile de gérer tes ressources, de gérer qui vend quoi, qu'est-ce qui vend quoi et tout. Euh, Par contre, tu sais, vu que je n'étais pas habitué au départ, qu'est-ce que j'avais fait dans un P8, par exemple, j'ai fait une grosse base militaire où est-ce qu'après ça, tu vas dans les bâtisses, puis tu dis, bon, ben ça, c'est un dortoir, ça, c'est un ci, ça, c'est un ça. Là, il fallait les créer à chaque fois. Fait qu'au début, quand je faisais une construction libre, ben, je n'étais pas capable d'identifier ou de mettre dans le fond, à qu'est-ce que ça fait, puis pourquoi ça fait. Fait que j'ai perdu beaucoup de ressources par rapport à ça. Quand j'ai joué au 1.8, moi j'avais joué avec le tuto. Parce que ce type de jeu-là, c'est toujours la première, en fait, les premières parties, c'est là que tu fais des erreurs, tu apprends, puis tu fais au fond, t'expérimentes le plus possible. Puis après ça, là, tu fais une vraie partie où est-ce que vraiment tu connais le jeu et tout. Euh, J'avais eu quelques bugs qu'au final, je ne sais pas si c'était des bugs ou juste moi qui ne comprenais pas nécessairement les mécaniques. Par exemple, des fois, j'avais des soldats qui restaient coincés dans des escaliers ou dans des bâtiments, puis que je n'étais pas capable de les faire sortir, puis j'étais comme what the fuck. Euh, mais dans 1.9, je ne suis pas rendu là encore, mais j'ai vu que tu pouvais sélectionner les postes de garde, où est-ce qu'ils étaient. Fait que je pense que ça réglait le problème justement des bugs, où est-ce que tu as des citoyens qui vont dans des bâtisses puis qui restent coincés là forever. Euh, Par contre, c'est ça, dans le fond, il y a 1.8 versus 1.9, il y a beaucoup de mécaniques clés qui sont radicalement différentes, surtout quand on parle des trois factions, par exemple. Parce que, comme Sacha disait, lorsque tu joues une faction, en fait, dans 1.8, tu augmentes à peu près tout, puis tout avance, tandis que si tu fais ça dans 1.9, ben, ça fait des malus à les autres factions, puis les bâtisses, comment que tu les débloques, c'est tu les débloques aussi par
Dans le fond, il y a un nouvel arbre où est-ce que chaque faction a sa propre page avec son influence, sa splendeur, plein de mécaniques comme ça qui ont ajouté ou optimisé. Je sais pas, je me rappelle plus s'il était dans 1.8. Mais ça fait justement que c'est différent. Personnellement, je trouve que c'est une amélioration parce que c'était une des critiques que j'avais dans 1.8. C'était tu fais un peu de n'importe quoi, puis il n'y avait pas nécessairement de but. Tandis que là, au moins, tu as des missions. Tu peux décider, par exemple, d'aller full clergé, fait que d'avoir un énorme monastère, puis au final, ta ville devient un énorme monastère. Ou si tu vas plus sur, exemple, c'est tiers et état, là, tu as ta ville normale avec ta taverne et tout, ou tu peux carrément faire une ville plus axée sur le domaine militaire avec la noblesse et tout. Fait que ta ville va avoir une thématique, si on veut. Je pense que c'est ça qu'ils ont essayé d'introduire dans 1.9, c'est d'y aller plus. Puis plus que tu avances avec une faction, plus ça te fait un malus sur les autres. Fait que tu peux pas débloquer certaines bâtisses. My God. Wow. Ok, genre la 1.9, elle a l'air vraiment plus complète que la 1.8. C'est fou. Ouais, Oui, c'est la clair 1.9 est parce meilleure. que dans moi qui ai juste joué à 1.8, ben comme tu dis, on évoluait un peu de chacune des factions, puis après comme pas très long, il était pas mal tout level up. Tu sais, c'était pas trop difficile de faire de donner des points dans chacune des factions puis de upgrade ton église et tout ça par exemple. Sinon, comme tu dis, j'ai vu un peu de glitch moi aussi dans la 1.8, comme par exemple, à un moment donné, j'avais comme un pêcheur. Là, au moment, j'avais comme juste 2 pêcheurs. Puis un des pêcheurs était pogné entre un arbre, je sais pas trop, mais il voulait pas s'en aller. J'ai tout fait. Mais finalement, j'ai dû attendre que comme il démissionne. Puis qu'il était malheureux parce qu'il mangeait pas, puis tout ça. Puis là, il est juste parti. Puis j'étais comme, bon, OK. J'étais comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai eu des petits bugs comme ça que je trouvais que c'était pas trop dérangeant non plus. Moi, par exemple, avec le côté du trading, on dirait que j'avais un petit peu de misère, moi, à comprendre cette mécanique-là. Je trouvais ça difficile de mettre... En fait, j'avais de la misère à voir le résultat de... Peut-être que c'est moi aussi, parce que je suis pas habituée de jouer à ces jeux-là, mais j'avais de la misère à voir le résultat de mon mois, mettons. OK, là, j'ai gagné, j'ai perdu. On mettait tant de ressources. On donnait... En tout cas, c'était en fait un petit peu spécial. Là. Je sais pas si vous avez de quoi ajouter là-dessus. Oui, comment qu'ils appellent ça? Les chemins de vente, non, c'est pas comme ça qu'ils appellent ça. Les routes du commerce, comme ça qu'ils appellent Ouais. ça. Les routes du commerce sont pas du tout instinctives. Ça m'a pris beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. J'ai Et... jamais rien compris. Quoi? J'ai jamais rien compris. non. Ah, les routes commerciales sont pas faciles d'utilisation. Et t'as vraiment la difficulté à comprendre comme où est-ce que tes marchandises vont, en fait. Moi, j'étais comme, OK, il faut que j'attende que les marchands des autres villes viennent dans ma ville pour acheter mes marchandises, mais ils vont acheter seulement s'ils veulent acheter ou pas, puis je peux pas décider si je veux vendre des matériaux qu'ils veulent ou pas acheter. Puis j'étais comme, je comprends qu'ils peuvent rechercher certains matériaux, mais habituellement, tu peux quand même essayer de vendre des matériaux qui n'ont pas forcément besoin. Et là, le jeu est juste comme, non, nous ici, on fait pas ça. Nous, on vient chercher du poisson, puis t'as des baies, on veut pas de baies. Genre, je suis comme, OK, cool. Non, vraiment, les routes commerciales méritent d'être optimisées et mieux faites, en fait. Ok, c'est pour ça. Parce que Mais en justement, même genre, temps- on est. Vas-y, je vais commenter après. Ah, ok. Mais ça va durer 5 secondes au final. C'est juste que à un moment donné, j'ai comme. C'est quoi, je manquais d'argent. Je sais pas pourquoi mon argent montait, puis à un moment donné, a commencé à baisser, puis j'ai rien compris pourquoi. Ouais. Fait que je me suis dit, ah tiens, je vais mettre mes baies puis mon eau à l'infini à vendre. Puis genre, mon argent a recommencé à monter, mais mes baies ont pas descendu. Fait que genre, j'ai jamais rien compris de si j'avais réussi à vendre mes baies ou non. Fait que c'est ça, j'ai rien compris. Ouais. Ça, c'est Ben, pas du tout... en fait, le commerce, tu sais, il est relativement simple à gérer. Où est-ce que tu as deux places clés qu'il faut que tu configures. Premièrement, dans le menu qui appelle le grand livre, où est-ce que là, tu as toutes les ressources et tout. Évidemment, il faut que tu aies débloqué la route commerciale. Une fois qu'il est débloqué, tu sais c'est quoi qu'ils veulent acheter et tu sais c'est quoi qu'ils veulent vendre. Fait que tu as juste à aller après ça dans le menu ressources puis dire bon ben moi je suis prêt à vendre ça, puis après ça, tu sets la quantité de soit avant ou après. Fait que par exemple, pour les baies, ben, tu sais, je me dis bon, ben, après 20 baies, ben, tu vends le reste.
Dans le fond, tu veux toujours avoir un peu de baie sur toi. Puis après ça, faut que tu t'assures que ton entrepôt ou ton grenier en est. Parce que les commerçants vont dans les Hmm. entrepôts et tout. Euh, Fait que aussitôt que tu récoltes, dans le fond, c'est avec les entrepôts, puis c'est automatique. Après ça, lui, il va avoir du monde qui vont venir, puis ils vont les acheter. Tu contrôles pas vraiment quand est-ce qu'ils viennent ou qu'ils repartent, Mhm. mais Ni ça se même fait la de manière valeur de tes automatique. propres produits. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage parce que moi, c'est une partie dans les jeux de gestion que j'aime beaucoup, essayer de voir jusqu'à combien je suis capable de bargainer mes marchandises. Et ce jeu-là est très simpliste. Oui, Et oui. comme, je sais qu'il est en développement et je sais tout ça, mais je crois avoir comme la structure actuelle du jeu, que c'est pas... Il y a certains jeux qui sont trop complexes, donc j'y prends pas plaisir. Il y a des jeux qui sont trop simples, puis j'y prends pas plaisir. Lui, il rentre dans la deuxième catégorie, en fait. Malgré la 1.9, malgré la mise à jour, il y a encore énormément de simplicité. Et oui, l'aspect automatique est intéressant, mais je vais me permettre un point qui m'a vraiment... qui m'est ressorti énormément quand j'ai commencé à jouer, parce que je suis rendue à comme 25-30 heures dessus. C'est le manque d'attachement émotionnel à quoi que ce soit dans le jeu. Dans le sens que moi, généralement, quand je joue à un jeu de gestion ou de construction de ville, je vais faire comme « Oh, cette famille va être une famille riche parce que, je sais pas pourquoi, je décide de les aimer, puis j'ai un attachement émotionnel avec les petits personnages. » Ce jeu-là traite vraiment chacun de tes citoyens, de tes petits bonhommes, tous égaux, en fait. Il n'y en a pas un qui a comme une personnalité. J'ai même pas l'impression d'être un dieu tout-puissant, ni même d'être un maire. J'ai juste l'impression de faire des choses. J'ai pas ce sentiment d'avoir un contrôle sur leur vie, ni même d'être faire partie de leur vie. Fait que pour moi, je vois pas l'intérêt, en fait, de jouer à un jeu que c'est juste un simulateur de fourmilière, en fait. Yeah, c'est ça, toi aussi, t'as comme une impression de, comment dire, de fourmilière un peu Mhm. qui est venue avec le jeu. Là. Mais sans le côté cool que c'est vraiment une fourmilière puis que j'apprends des choses sur les fourmis. Hein? Mais pour quel... Ah, t'allais parler, François. Non, mais c'est la phrase, c'est. J'essaie juste de bien comprendre. Mhm. Parce que par exemple, des jeux comme euh, par exemple, Total War, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, et on n'est pas du tout dans le City Simulator, loin de là. Mais tu sais, pareil, t'as des villes, t'as des armées, t'as des trucs de même. Puis au fond, c'est ce type de jeu-là que moi aussi, je joue beaucoup. Euh, Puis, tu sais, oui, exemple, t'as tes armées, puis avec tes généraux, puis ta politique et tout. Mais c'est des jeux comme SimCity, quand j'ai joué, puis là, ça fait extrêmement longtemps, fait que c'est dur à me rappeler, mais t'as pas vraiment de sentiment d'appartenance à tes citoyens. T'as pas Ouais, de rapprochement. pour ajouter à ça, moi aussi, j'étais pas sûre d'avoir trop compris ce que tu voulais dire là-dessus, Sacha, parce que, exemple, euh, moi, les petits citoyens, au contraire, je trouvais que j'avais un petit attachement parce que je les voyais vraiment individuellement, genre tout un par un. Puis j'étais comme, OK, lui, c'est mon pêcheur. Lui, il est comme. Je me sais plus s'il était habillé différent, mais tu sais, je voyais qu'il allait à son petit stand de pêche à chaque jour. Là, j'avais eux qui étaient rendus un peu plus nobles. Là, il y avait leur maison. Tu sais, il y avait comme. C'est sûr que c'était pas un attachement comme si j'avais comme 3 personnes à gérer, là, genre comme exemple les. Mais tu sais, je trouvais quand même qu'il y avait toute leur petite mécanique, toute leur petite routine que je trouvais personnellement quand même attachante. Puis il y a des mécaniques, exemple, apparaît plus pour les soldats parce que t'es gères directement. Mais tu décides c'est quoi leur armement, tu décides de les faire Ouais. entraîner ou non, quand tu les envoies se battre, tu les vois évoluer. Tu peux décider après ça qui tu veux monter de niveau parce que dans le fond, chaque citoyen a des niveaux différents. Plus qu'ils font une job, puis plus qu'ils augmentent de niveau de la job aussi. Fait que c'est vrai, exemple, ton cueilleur que tu as mis au rang 1 ou comme à la première seconde, tu te dis cueille ces baies-là, ben, lui, tu t'en fous parce que tu vas pas le revoir tout le temps et comme il va juste passer des baies toute sa vie, incluant. Ça, c'était une des remarques que j'avais sur le 1.8. J'ai pas vérifié pour le 1.9, mais il y avait certaines ressources qui disparaissaient jamais. Exemple, les mines de pierre.
ben, tu pouvais éliminer Ah, comme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que j'étais comme, ok, ben je ça me va demandais faire, justement. je sais pas combien d'années que tu frappes sa même roche, puis tu réussis à construire des monastères, puis des grandes murailles de Chine, mais Mais attends, François, encore tu ta petite disais-tu que roche. ça. Est-ce que tu disais que ça avait changé dans 1.9, ça? Ou ben Je non? sais pas. Non, ça n'a Ça, pas changé dans Ok. 1.9. Les Hmm. poissons aussi, les poissons, les baies et la pierre, tu les as à infini, en fait. Moi, Ouais. j'ai un spot de pêche dans mon village actuel et j'ai 6 pêcheurs, puis je manque jamais de poissons. Tout fonctionne. Ok, ça fait en sorte qu'au final, agrandir son village, c'est plus ou moins pertinent d'une certaine manière. Ça, je me demandais si c'était juste moi qui comprenais pas justement par rapport au baies et tout. Parce que, mettons, ma seule grosse vraie expérience avec ce genre de jeu-là, c'est même pas le même style, mais c'est les RTS, là, que genre Age of Empire. Tu sais, justement, les Age of Empire, t'envoies ton colon dans le buisson, mais il est là pendant 4 secondes. Il y a plus de buisson, puis il Mhm. me semble que les baies finissent par respawner à un moment donné, là. Mais genre, c'est pas... ben, dans le fond, le but, c'est de grossir ton village. Dans le fond, tu veux que tu deviennes tu sais, plus gros, puis plus que tu acceptes de monde, ben, plus ça te prend de bouffe. Fait que t'as pas le choix de Hmm. grossir pour aller chercher plus de ressources, parce que sinon tu manques de ressources. Là, plus que tu grossis, euh, à moins que tu veux avoir des serfs tout le long, ça, tu peux upgrade. Mais là, une fois que c'est des villageois, puis tu sais, comme t'as vraiment plusieurs niveaux, mais plus qu'ils augmentent, puis plus qu'ils veulent du confort, plus qu'ils veulent des produits de luxe, plus qu'ils veulent de la meilleure bouffe. Du poisson puis des baies, ben c'est plate. Alors, ils veulent du pain. Après ça, ils veulent de la bière, du vin, plein de trucs de même. Fait que Oh my ça god, augmente ok. tout le temps. Pour à la fin avoir tu sais, justement une grosse ville qui fait quasiment toute la map ou presque que tout fonctionne. Et plus que tu augmentes, plus que tu as de monde, plus que ça devient difficile à bien gérer. Parce que non seulement il faut que tu aies assez de bouffe. Puis là, ça, je suis pas certain dans 1.9, mais dans 1.8, fallait par exemple que tu sépares tes kiosques de bouffe partout pour être sûr que ce soit proche de leur Ouais, lieu de travail. Même chose pour l'eau. Même chose pour les habitations, parce que si c'était trop loin, ils n'étaient pas contents. Puis quand ils sont ouais. pas contents, ben, ils s'en vont. Fait que fait vraiment que ça soit une espèce de. Ben, j'aime l'image de la fourmilière parce qu'au final, c'est ça. Euh, mais tu veux que ta fourmilière soit efficace, puis avoir, exemple, toute ton industrie à une place, c'est bon, mais au final, tu as plusieurs quartiers industriels qui vont finir par popper. Puis tu essaies toujours de rendre ça le plus ergonomique possible pour que justement rentabiliser le fait qu'il y ait le moins de déplacements entre la maison, le lieu de travail, après ça que le transporteur qui va vers dans le fond, parce que chaque produit aussi, mais moi c'est ça que j'aimais, c'était chaque produit, tu as plusieurs niveaux. Fait que par exemple, tu as le blé que tu peux euh, euh, faire pousser. Après ça, il y a un transporteur qui va du grenier au blé qui le met. Après ça, tu vas avoir une boulangerie qui prend ce blé-là, qui en fait du pain. Là, tu peux avoir aussi un transporteur qui va du grenier à la boulangerie pour vendre ton pain. Euh, Après ça, tu as un autre niveau que tu peux utiliser cette bouffe-là pour faire autre chose encore après. Fait que tu as plusieurs évolutions de bouffe. Euh, Par exemple, je pense que c'est la laine. Fait que, tu as la laine que tu peux faire transformer en tissu. Après ça, tu peux faire transformer en chandail. Puis à chaque fois, tu as besoin de transporteurs, puis tu as des étapes intermédiaires. Fait que la logistique de chaque produit est vraiment. Plus que tu avances dans le game, plus que complexe, puis plus que faut que tu saches exactement comment tout fonctionne. Je sais Ouais, puis il qu'il y a faut. quelque Oh. chose. Ah, vas-y, la vie, Vas-y, Sacha. mes excuses. Ah oui? Oui, vas-y. Ok, ben, au fond, ce que je voulais ajouter, c'est que moi, au fond, je pourrais dire que j'avais fait une petite erreur au début, c'est que moi, je voyais que je pouvais upgrade mes citizens, par exemple, pour les faire devenir des serfs, après des commoners, puis là, j'étais comme, OK, cool, fait que là, j'ai comme tout mis en commoner, mais pour réaliser qu'au final, moi, j'étais pas prête à recevoir des commoners, parce que les commoners, par exemple, eux, ils aimaient avoir des chandails, ils aimaient avoir telle sorte de ressources, fait qu'au final, j'ai un peu scrappé mon village au début, parce qu'ils sont devenus tous super malheureux, puis ils ont tout quitté. Puis là, j'étais comme, ah, OK, fait que là, il faut que je fasse attention. Il faut que tu aies un petit peu qui sont upgrade. Tu peux pas tout faire en même temps. Puis là, quand je suis venue pour avoir des citoyens,
J'étais comme, OK, attends, là, je vais leur faire une. Je savais qu'il y avait besoin d'une taverne. Puis là, j'étais comme, faut que je sois un peu plus préparée parce que plus que tu avances dans le jeu, plus qu'ils ont des demandes, plus il faut que tu ailles les ressources. Je me suis pas encore rendue à la dernière ressource qui était, je pense, des bijoux. Puis tout ça, je l'avais pas moi encore. Mais c'est ça. Faut bien gérer ça aussi. Faut pas juste faire, OK, je vais juste upgrade tous mes villageois. Puis après, oups, c'est fini. Ouais. J'ai fait la même erreur, puis ça a juste fait que Ouais, tout le monde ouais. était en crise, puis Sérieux. sont tous partis. C'est ça. Le- un des points qui s'est amélioré par rapport à 1.8, c'est les taxes et les impôts. Où est-ce qu'avant, c'était juste, par exemple, sur la bouffe puis sur les produits. Là, à cette heure, tu as un bureau d'impôts, puis tu peux décider à quel point tu imposes le monde. Fait que de base, c'est quasiment rien. Puis tu peux décider de le mettre à 150%, puis là, ça crée un énorme malus de fou euh, dans la joie de ta population. Euh, mais pis ça, j'aurais dû lire les patch notes parce que ça fait un bout de temps avant que je me rende compte. Faut que dans ton manoir, tu crées la bâtisse du bureau d'impôt puis que tu associes quelqu'un. Parce que tu sais, Mm. je mettais full d'impôts puis mon argent montait pas puis je comprenais pas parce que j'avais des grosses dépenses. Là, après ça, quand j'ai vu que tu pouvais faire ça dans le manoir, j'ai fait Ah! Puis là, après ça, j'ai été dans le positif. Puis là, je faisais enfin du cash puis je taxais mes serfs. Mhm. Ah, c'est bien drôle, genre. Oui, désolé, Emile. Non, c'est correct. Genre, t'avais mis des taxes, genre, t'avais mis des impôts, mais vu que t'avais pas quelqu'un pour les récolter, au final, l'argent était juste dans le néant d'une certaine manière, là. Exact, elle était dans les maisons, puis le monde C'est la mettait pas. de côté, puis il était en crise parce qu'il mettait de côté pour moi. Mais dans le fond, c'est comme si Alors, tu étais revenait pas, ouais. chez vous, puis tu avais dans ta ferme un cabanon, puis là, tu mets tout dedans, puis t'as le collecteur qui vient, mais qui vient jamais, mais que genre, faut que tu le mettes de côté pareil. Fait que t'avais le malus, mais pas les bénéfices. Ouais, ça, c'est un des trucs que j'avais quand même trouvé intéressant dans le jeu. Je sais pas si justement tous les city builders ont ce style d'automatisation-là, mais j'estime que oui. Mais genre que tu sais, par exemple, au début, quand tu récoltes les baies, après ça, les baies, faut aller les entreposer. Puis une fois qu'ils sont entreposés, là, les marchands vont aller les chercher dans l'entrepôt. Puis une fois qu'ils sont allés les chercher dans l'entrepôt, là, ils vont pouvoir les vendre aux habitants, que là, les habitants vont pouvoir se nourrir avec les baies enfin. Puis ce genre de choses-là. Je trouvais ça intéressant, ce genre d'étape-là, au niveau de l'automatisation des ressources. Moi, comme d'habitude, je vais critiquer parce que c'est ça que je fais dans la vie. Let's go. Let's go! Des critiques! Mais justement, moi, c'est ce que j'ai pas vraiment aimé, en fait. Cette mise en étape de choses qui n'ont pas besoin d'étapes. Dans le sens que, par exemple, avoir un grenier ou un entrepôt pour ranger la nourriture, je comprends 100% l'intérêt. Mettre des gens pour s'occuper de l'entrepôt, je comprends 100% l'intérêt. Mais de là à faire comme ah, mais il faut que mes entrepôts soient pleins pour pouvoir que ce soit vendu au marché, parce que le marché peut pas se rendre à l'endroit où est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'il range des baies, sauf que l'endroit qui range des baies, c'est l'endroit où est-ce qu'il cueille des baies, fait qu'il peut pas prendre les baies qui viennent d'être cueillies pour les vendre. Je suis comme pourquoi rajouter une étape supplémentaire? Je veux pas comparer, mais je vais comparer. Quand, mettons, on parle de gestion et de city building, les deux jeux qui me viennent en tête que j'ai beaucoup aimé, c'est Dynasty et Tropico. Et bon, ben, Dynasty, c'est plus ou moins un city builder parce que tu construis pas de ville à proprement parler, tu deviens une dynastie, donc c'est très très motivant à jouer. Et il me faisait penser un peu, Foundation me faisait penser un peu à ça, mais sans la notion de limite dans le temps. Tes petits bonhommes, ben, ils restent en vie pas mal tout le temps. T'as pas vraiment conscience s'il y a des enfants qui naissent, s'il y a des enfants qui meurent, s'il y a des alliances, si genre tes petits bonhommes font un coup d'état. Il manque vraiment de politique, en fait, dans ce jeu-là. Même tu décides de t'allier à des royaumes et à des contrées, pis t'es comme, ok, t'as le choix entre genre l'église, le petit peuple et la noblesse, mais comme, ton peuple, lui, il y en croit quoi? C'est ça que je disais quand je disais que je manquais un peu d'implication en tant que joueur pour le petit village. Mais par exemple, mettons, on prend l'exemple de Tropico, qui est un city building assez classique. Justement, Tropico, il automatise un peu plus les choses. Si je veux vendre des ressources, ben je peux vendre des ressources. Il va trouver des acheteurs en quelque part. Et là, si mes ressources sont pas valorisées parce qu'il n'y en a pas de besoin, ben il va être capable de les vendre, mais à moindre coût. T'sais. Puis il faut que je calcule tout ça. Alors que Foundation, ils veulent pas de tes ressources, ils veulent pas de tes ressources, t'sais. Puis ils veulent pas de ta politique, puis ton petit peuple, il est soit content, soit mécontent, soit il part. Il manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de potentiel, ce jeu-là,
suite à la mise à jour 1.9, mais il manque quand même dans la structure quelque chose de fondamentalement qui implique le joueur, je trouve. Parce que Ça me fait penser, il y avait un vieux jeu, je pense que euh, c'était Rome, que tu faisais ta ville et tout, puis t'avais justement de la politique où est-ce que quand tu pouvais littéralement entrer en guerre avec tes voisins si t'avais pas, par exemple, une grosse armée, puis t'avais littéralement des armées ennemies qui envahissaient ta ville si justement t'avais pas assez d'armée ou quelque chose comme ça. Euh, Ça, c'est quelque chose, puis je me rappelle que dans le stream que j'avais fait avec Émile, justement, quand j'avais posé des questions sur l'armée, est-ce qu'elle sert à quelque chose? Ben, tu sais, pour l'instant, c'est pas leur but, par exemple, d'avoir euh, des vraies guerres ou tu sais, je sais pas, des loups qui attaquent ou c'est comme peu importe quoi. En ce moment, c'est plus seulement t'envoies des missions et tout. J'espère que c'est quelque chose qui vont changer dans le futur. Parce que sinon, tu sais, avoir une armée, ça sert pas à grand chose si t'as pas de menace vraiment dans ta ville. Si je peux me permettre, par exemple, il y a quelque chose qu'on a quand même passé rapidement dessus, c'est les mods, en fait. Moi, personnellement, j'adore les mods. Dans tous les jeux, j'ai les mods en général. Le fait que le jeu est construit pour les mods m'indique peut-être j'ai aussi une relation un peu étrange avec les mods parce que c'est du travail gratuit hein, que les gens le font. playboard. C'est du playboard, donc le fait que le jeu soit construit et ait besoin de mods, c'est un choix, comme ça je vais le formuler. Mais les mods m'ont vraiment permis de satisfaire mon envie de politique en rajoutant des royaumes, en rajoutant des ressources, en rajoutant des décorations, par exemple, que moi je trouvais qu'il manquait royalement, tu sais. Et donc, moi, si mettons, on rajoute les mods dans l'équation, le jeu qui était un 6 devient clairement un 7, voire peut-être un 7.5. Mais ça reste quand même que le jeu de base est censé être complet sans mode. Je sais que, oui, c'est un jeu en développement, c'est un jeu qui demande l'attrait du public et tout ça, mais avoir la quantité de mods qu'il y a et qui sont updatés assez régulièrement, je me demande simplement pourquoi est-ce que l'équipe de production qu'on a quand même souligné qui était pas immense, mais quand même de 14-15 personnes, pourquoi tout simplement ils prennent pas les mods et les incluent directement en payant une contribution à leur modeur, par exemple, ou quelque chose en genre, parce que pour l'instant, le jeu qu'ils nous offre est plus qu'incomplet à mon avis, même si la 1.9 fournit un peu, surtout pour le prix qui est pas cher, mais on parle d'un jeu autour de 25$ canadiens, pour un jeu qui est encore très, très structurel, tu sais. Je m'attendrais à avoir un jeu comme ça au coût de peut-être 5-6$, ça a l'air quasiment d'une démo de jeu à bien des aspects. Bien que la 1.9, je vais être honnête, met un peu plus de chair autour de l'os, sans les mods, le jeu est assez drabe, en fait. Moi, Sacha, je serais intéressée à ce que tu m'expliques un peu c'est quoi les... Ben, tu m'en parles un peu c'est quoi les genres de modes qu'il y a, parce que moi, j'exporte pas vraiment cette avenue-là. Fait que c'était quoi, mettons, que ça l'ajoutait? Il y a plusieurs modes, en fait. Moi, j'avais... les modes sont très bien fournis. Moi, j'avais ajouté des modes pour ajouter de la décoration, en fait. Tout simplement que tu pouvais acheter et créer. J'avais aussi des modes qui changeaient le taux de ressources, en fait, à certains endroits, faire en sorte que les buissons font plus de baies, mais que tu reçois moins de poissons parce que moi, je voulais comme une ville qui soit plus, genre, vegan-ish, tu sais, ou... honnêtement, les modes, il y en a plein pour... Je peux même pas toutes les résumer parce que à la mise à jour 1.9, quand j'ai décidé de me refaire un village, j'ai été voir et supprimer mes mods que j'avais mis et j'étais rendue à quelque chose autour de 90-95 mods, donc... Oh my god. Oui, Fucking God. Modder le jeu est excessivement simple. Il y a un onglet, tu cliques dessus puis tu cliques sur tout ce que tu veux mettre, là. C'est incroyablement facile. Mais d'où vient ma question de est-ce que le jeu est à cet aspect structurel-là parce qu'ils veulent faire genre un open sandbox puis ils nomment ça genre mode, parce que dans ce cas-là, j'aimerais vraiment voir un packaging qui me dise « Ah, mais c'est un open box où tu peux jouer avec les mécaniques que les autres ont inventées. » Oui, et non juste faire comme « Ah, ça, c'est le jeu, il est complet. » Puis on a un aspect mode qui est vraiment facile parce que justement, il n'est pas de temps complet finalement. T'sais.
Je sais pas si ça fait du sens. C'est c'est intéressant ce que tu dis par rapport au mode, parce que je sais pas si François, si ça rappelle quand même là, ce que le monsieur nous avait dit par rapport au mode, mais justement, on avait posé des questions. En fait, François, surtout, avait posé des questions par rapport, justement, c'était quoi sa vision du mode. Il prenait un exemple, surtout un dragon. Tu sais, c'est ça, sa vision de les intégrer. En tout cas, je ne me rappelle plus exactement s'il y avait. Mais il me semble, François, qui avait parlé, hein, le monsieur, de sa vision comme s'il comptait intégrer certains types de modes ou non dans le jeu. Euh, Très bonne question. Faudrait que j'aille Ouais, réécouter good, ouais. l'entrevue qui s'est faite au dernier Steam Sales. Ça veut dire que ça fait plusieurs mois. Ouais, ça fait méchant bout. Parce que, je me rappelle que qu'est-ce qu'il avait dit, il avait dit que les mods, first, ils étaient en loi. Le coding était en loi. Fait que nécessairement, faut que tu programmes, faut que tu sois un codeur pour pouvoir faire les mods dans le jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que loi, pour les personnes qui connaissent, c'est un langage de programmation qui est extrêmement simple. Mais genre vraiment, vraiment simple. Fait que je serais curieux de savoir si c'est un choix justement qui est délibéré pour rendre le modding plus accessible. Le fait qu'ils aient décidé de le mettre en loi, fait que juste ça, c'est quand même intéressant. Mais aussi, il me semble que le dude, il avait dit qu'il comptait finir par intégrer genre un éditeur de cartes ou je ne sais quoi. Fait que, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une question vraiment intéressante de leur vision. Est-ce que les mods, ils veulent juste faire en sorte que le jeu. Tu sais, est-ce que c'est comme, je sais pas moi, Roblox, ou est-ce que tu fais juste créer une genre de. Au final, un genre de game engine, mais qui est pas un game engine pour faire en sorte que les gens puissent le personnaliser et faire ce qu'ils veulent avec? Ou est-ce que le but c'est de. Genre, on va là, mettons, on va dire Skyrim, que c'est vraiment de créer un jeu complet, ou est-ce que les gens on the side pour prolonger la durée de vie du jeu, créent plein de cossins on the side? Parce que, par exemple, dans les modes que j'avais téléchargé des modes qui mettaient un taux de criminalité dans ta ville. Fait que tu pouvais perdre de l'argent parce qu'ils mettaient des criminels et moins que tu avais un taux d'emploiement élevé, plus que tu avais de chances d'avoir des criminels. Et là, l'armée venait en ligne de compte par rapport à cette statistique-là. J'avais un autre mode qui mettait j'ai pas la traduction française, mais des jesters, donc des fous. Je sais pas comment formuler ça autrement, qui venaient réjouir ton peuple et ton village, et que c'était comme des événements qui arrivaient un peu aléatoirement. Et tout ça, j'ai vu ça arriver dans des modes qui auraient clairement eu leur place, et qui, à ma connaissance, n'ont pas l'air si compliqués que ça au final à mettre, et qui ont amélioré mon jeu de manière significative, alors qu'un mode, c'est censé simplement modifier et peut-être ajouter une vision personnelle, et non des mécaniques qui devraient être de base présentes, tu sais. Fait que c'est une de mes critiques par rapport à Foundation, même si le jeu a beaucoup de, de possibilités et ses updates sont très intéressantes. C'est quand même ça. Ouais. J'ai profité faire une petite recherche rapide. C'est Michael Bercio Incroyable. qu'on a parlé, puis que Coucou, Michael. un très gros merci d'ailleurs d'avoir participé à cette émission hors série. D'ailleurs, que si jamais Merci encore. vous êtes un développeur et tout, que ça vous tente de nous parler dans un épisode hors série, n'hésitez pas. On va bâcher votre jeu. Ouais. Ouais. c'est moi qui critique tout le temps, là. Non, mais il faut. Honnêtement, il faut. Genre, c'est une super de bonne chose. Ouais. Mais, tu sais, sur le fond, j'accorde avec toi sur. C'est comme que je mentionnais, le jeu a un énorme potentiel. Il manque un peu de contenu. Puis, tu sais, comme un peu, mais tu sais, comme par exemple, la mécanique de criminalité. C'est comme, je pensais pas, mais tu sais, comme en effet, c'est quelque chose qui est nice, puis tu peux avoir une police et tout. Mais tu sais, quand tu regardes la société, il y a énormément de trucs que tu peux faire. Puis c'est aussi le défi, je dirais, à faire un jeu comme ça. Parce que là, tu rentres après ça le système de santé, le système d'éducation, le système de justice, le système tu sais, Ah, y a pas de fin. d'armée qui ont essayé de faire, système as-tu des services sociaux. Dans le fond, toute la société et tout ce qu'on voit peut être représenté par rapport à ça. Puis c'est une énorme tâche, c'est extrêmement ardu. Euh, Est-ce que, comme quand tu mentionnais, il y a des jeux qui sont trop complexes, qui sont pas le fun.
Tu sais, comme rendu à un certain point, c'est est où la limite, Puis par de trucs rapport qu'il au faut Playboy, ça focuser? amène vraiment une perspective super intéressante, je pense, de considérer, de prendre ça en compte. Parce que justement, tu sais, le Playboy, pour les personnes qui connaissent pas, comme on disait tantôt, c'est le fait, comment dire, tu crées du contenu qui va souvent être un argument de vente pour le jeu, mais le contenu n'est pas créé par la compagnie, il est créé par les fans, donc c'est du travail au final qui est gratuit. Puis habituellement, c'est ça, les gens qui font les mods ne sont pas compensés, blablabla, donc labor, Playboy. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça. Tu sais, comme François a dit, à un moment donné, il y a une limite. Genre, il y a tellement de systèmes à mettre, il n'y a plus de fin. Mais en même temps, comment dire, les modes permettent d'atteindre cet genre comment dire, de tendre vers cet infini-là. Puis en même temps, ça, 14, c'est quand même gros pour une team d'indie, mais en même temps, c'est quand même fuck all. Surtout pour un jeu qui a autant de procédures que ça. Puis c'est une genre de boîte de pétri d'algorithmes puis d'intelligence artificielle qui fonctionne entre elles. Puis où est-ce que le but, c'est toujours de tout automatiser et tout. Fait que c'est genre, c'est un super de beau dilemme moral ou éthique ou je sais pas quoi. De se questionner par rapport à la. Est-ce qu'au final, on pourrait voir ça comme une paresse que le jeu décide autant de s'assire, je sais pas comment dire, là, mais de s'assire sur les modes, on va dire, entre guillemets, de profiter que les gens vont être là pour ça, ou est-ce qu'au final, ça serait pas plutôt sur vraiment un argument de vente, puis une belle manière de créer une relation avec son public que de faire un jeu qui est aussi accessible au niveau du modding, Ouais, puis considérant qu'il y a indie. c'est un dilemme aussi qu'on retrouve dans, tu sais, dans plusieurs jeux, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui utilisent les modes, puis on peut prendre des grandes séries comme exemple les Sims, tu sais, ça c'est comme un classique de jeu où que, ben, vraiment qui coûte cher à acheter et tout ça, puis qu'il y a énormément de modes des fans qui sont faits, que ce soit des modes esthétiques, mais des modes de gameplay et tout ça. Je sais que, par exemple, ils vont depuis quand même récemment, la compagnie va payer des fans pour incarner leur mode ou leur truc esthétique dans le jeu. C'est récent, mais sincèrement, il n'y en a pas tant que ça. T'as quoi? T'as genre 4 morceaux, peut-être un petit peu plus. Il n'y en a pas tant que ça, mais on voit quand même que pour une grande compagnie, tu sais, qui tente d'inclure, mais c'est disproportionné, je pense, le nombre de modes qui ont été créés pour les Sims comparé à pour Foundation. Tu sais, il ne doit pas en avoir autant, justement, mais c'est ça. C'est un dilemme qu'on retrouve dans tout plein de jeux, j'ai l'impression. Puis la réponse se trouve sûrement en un entre-deux, en fait. La compagnie, si je peux me permettre, je crois pas que la compagnie Foundation, qui fait Foundation, Polymorph Game, je crois pas que c'est ça des paresseux. T'sais, je crois qu'ils profitent d'un certain degré de ce niveau de mode, mais qu'en même temps, c'est un bel outil pour connecter avec une communauté. Et que la communauté, si elle voudrait pas, elle pourrait ne pas interagir. Donc, tout le monde est gagnant au final. Mais malgré ça, euh, pa- je trouve un petit peu pas problématique, mais c'est que c'est pas un sandbox, en fait. Moi, cette idée-là d'une compagnie qui favorise les modes, je vois ça d'un meilleur œil quand c'est un peu sandboxy. T'sais, quand c'est un peu, on fait ce qu'on veut anyway, mais le jeu nous a pas pensé à ce que nous on a dans la tête, fait on va faire pourquoi on veut jouer au jeu, tu sais. C'est un peu mon seul bémol avec le type de jeu qu'est Foundation, qui est un simulateur de ville au final. Hein. C'est pas un sandbox parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut, c'est un simulateur de ville. Ben, sur le point des mods, ça, j'ai une opinion mitigée par rapport à ça. Parce que, de un, je suis pas un fan de ce qui est mod. Même dans des jeux, exemple comme Skyrim. euh, En fait, sans mod, Skyrim serait sûrement pas être autant joué encore aujourd'hui. Euh, J'avais essayé de le modder un peu, puis j'avais pas trippé, puis j'ai jamais été un gros fan. Je préfère les jeux dans leur état original. Euh, Fait que je trouve ça intéressant, Sacha, que tu aies été joué avec ça, puis que tu m'as dit que t'en as. Ben, en fait, que tu as dit que tu en as activé 90. Euh, Comme c'est impressionnant. Euh, Par rapport tu sais, à ce que le jeu, justement, un city building, puis dans le fond, ce qu'ils veulent vraiment, c'est que tu le sentiment que ta ville soit organique, puis qu'elle grossisse par elle-même.
Ça, je pense qu'on le retrouve beaucoup avec les maisons. Ou est-ce que c'est pas toi qui décides en fait, tu décides sont où tes maisons à peu près, mais c'est pas toi qui décides la Mhm. forme qu'ils vont avoir, Mhm. la grosseur qu'ils ont. Tu peux décider des upgrades ou non, mais au final, tu vas juste dire, ben, tu sais, ceci est un lieu, heu, pour mettre, une Une zone, zone. résidentielle. Puis les maisons vont se construire par eux autres mêmes selon les besoins des paysans, qui sont proches. Hem, j'ai aimé que, comme Émile a mentionné au début, il y a pas de grid vraiment parce que, tu sais, tu peux avoir n'importe quelle forme, tu peux, décider un peu. Là, c'est sûr que ça a créé des problèmes aussi, tu sais, dans 1.8, j'avais fait, des buildings qui étaient, un peu croches. Ça fait que les paysans, ils se coinçaient dedans, puis c'était plus, un Un problème qu'autre moton chose, de. au Oui. final. Hem, mais le fait que ça grossisse par lui-même, ça, j'avais aimé ça. Hem, mais tu sais, c'est au final, tu sais, il manque un petit quelque chose. Parce que, d'ailleurs, question pour vous, fans des City Builders, mais est-ce que c'est toujours autant focusé sur les algorithmes, d'une certaine façon? Je sais pas comment dire autrement, mais mettons un truc que j'ai trouvé intéressant, mais en même temps qui m'a un peu déçu de Foundation, mais ça, c'est vraiment juste parce que je pense que je suis pas habitué à ce genre de jeu-là. Mais c'est que tes habitants, tu peux pas choisir où ils mettent leur maison. Genre, au final. Mais genre, tu peux choisir parce que tu peux comme. Vu que le jeu n'est pas grid-based, qu'ils ont mis, c'est une genre d'outil, une sorte de mécanique, c'est comme un pinceau. Avec le pinceau, tu peux dessiner sur la map. Puis tu peux définir les zones où ce que les personnes peuvent bâtir, ou les zones où ce que les personnes ne doivent pas aller, les zones où ce qu'ils doivent faire de la reforestation, des zones où est-ce qu'ils peuvent utiliser les ressources, puis des zones où est-ce qu'ils vont planter du blé, ce genre de ressources-là. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que vu que c'est rien que délimité par zone, genre tu délimitais la zone, mais ce qui se faisait dans la zone, tu n'avais aucun contrôle là-dessus réellement. C'est l'algorithme, c'est l'intelligence artificielle du jeu qui gérait le reste par elle-même. Genre justement, ce qui fait en sorte que, comme que justement, que chaque partie au final peut jamais être réellement la même. Comme justement le monsieur nous avait dit en parlant de Foundation. Genre, tout, comment dire, c'est comme vraiment, je vois vraiment Foundation comme une genre de boîte de pitterie d'algorithmes puis d'intelligence artificielle qui interagissent ensemble ou on fait rien qu'appliquer quelques petites règles pour voir comment ça s'amuse à se développer dans cet environnement-là concret. Oui. Mais, Ouais, puis c'est vrai parce ouais. que des fois, moi, par exemple, j'avais prévu faire un quartier plus riche. Je m'étais dit ça dans ma tête. Puis là, j'avais mis ma zone résidentielle, j'avais mis une sculpture, tu sais, qui faisait comme arranger un peu pour l'esthétique. J'avais mis la grosse église, puis tout. Puis là, au final, je sais pas pourquoi, c'était. En tout cas, même si j'avais haute qualité ou en tout cas, c'était une zone pas mal verte, il, il savait pas développer autant que je voulais, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas compris, justement. J'étais comme, bon, pourquoi là, c'est pas un quartier de riches, ce bout-là, même si c'est ça que j'avais prévu, tu sais. Fait que c'est ça quand tu dis un peu que comme ça y va un peu tout seul, je sais pas, oui, comment ça fonctionne, mais. Si je peux me permettre encore, c'est un des grands points positifs de Foundation, c'est que on retrouve ce qu'on retrouve dans les God Sandbox, donc les créations d'univers où est-ce qu'on est une espèce de dieu, et aussi ce qu'on retrouve dans les, je sais pas comment appeler ça, les jeux d'évolution, par exemple Intelligent Design, Sport, tout ça, où est-ce que tes créatures font à peu près ce qu'ils veulent, mais comme tu gères un peu les limites de ce qu'ils veulent. Donc Foundation est vraiment intéressant pour ça, par exemple comme vous l'avez dit, vous mettez les limites puis vous savez pas ce qui donne au final. Donc, à ma connaissance, la plupart des city building et simulateurs de ville, simulateurs de gestion sont pas organisés comme ça parce que ça laisse un peu trop. Je vais pas faire de clichés, mais généralement, quand je joue à un simulateur de ville, de construction, des choses comme ça, je veux avoir le contrôle sur ce que je joue. Parce que sinon, je jouerais à un jeu d'évolution. Fait que je pense que Foundation, c'est un excellent entre-deux pour les gens qui aiment la gestion, mais qui aiment aussi la petite étincelle de surprise que l'algorithme peut donner. T'sais. Qu'au final, ça positionne Fondation vraiment comme un peu singulier dans son approche. Genre, comme avec ce qu'on a discuté jusqu'ici, nécessairement, ça a ses limites. Il y a encore ses imperfections, il y a encore des updates à rajouter, quoique il y a certains trucs que les mods peuvent sauver.
Mais ultimement, ça veut dire que Fondation est quand même vraiment singulier Ouais, à puis sa manière d'être. on le remarque clairement dans l'esthétique. Puis François aussi, je sais que tu voulais ajouter un point sur la musique Oh yeah. qui est très bonne. Fait que tu sais, il y a vraiment beaucoup de. Surtout au niveau de l'esthétique, moi que j'ai trouvé que c'était un environnement qui était attachant, qui était le fun. Moi j'aimais ça voir mes villageois aller faire un peu ce qu'ils veulent, construire leur maison. Puis cet effet de surprise-là, moi j'aimais ça personnellement. Euh, mais n'étant pas une grande fan de City Builder, tu sais, je sais pas c'est quoi non plus l'expérience d'avoir le contrôle peut-être sur tout. Mais moi, je trouvais que c'est comme vous dites, ça apportait sa sauce. C'est un excellent jeu, même si je suis très critique puis j'arrête pas de le bitcher depuis tantôt. Là. C'est un excellent jeu. C'est un très bon jeu. Il est clairement, et le potentiel est excellent plutôt. Parce qu'il est clairement pas fini. Donc je peux pas déclarer qu'il est excellent, il est pas fini. Mais c'est un très bon jeu, puis la potentialité de ce jeu-là est excellente. Là. Moi, c'est clairement quelque chose que je vais continuer à regarder les mises à jour dans le futur, même si ça s'adresse pas à moi personnellement comme jeu. Ouais. Puis, c'est ça, tu sais, moi-même, définitivement, c'est c'est un jeu que, dans le fond, à chaque année, je réinstallerais, puis je regarderais l'évolution et tout. Pour ce qui est de la musique, en effet, je l'avais trouvée relaxante, ou tu sais, tu la mets, mais en même temps, hier, je jouais, puis j'essayais de faire à souper en même temps. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement le bon jeu pour ça, parce que oui, la petite musique est relaxante et tout, mais après ça, t'entends un bip. Genre, après ton bing, genre, faut que tu cours à ton écran pour voir c'est quoi qui s'est passé. Et ok, un villageois et tout. Fait que c'est quand même un jeu où est-ce que c'est à la fois, si tu joues pas à x3, ben c'est long, puis il se passe pas grand-chose, puis quand il se passe de quoi, il faut que tu te dépêches à le faire. Ou si tu le fais à x3, ben, il faut que tu sois absolument devant ton ordi, puis tu gères tout. Des fois, tu sais, hier, par exemple, il y a plusieurs missions que j'ai manquées parce que je jouais dans le menu, puis j'étais en train de configurer mon commerce et tout, où je lisais le truc, puis j'avais pas remarqué qu'en background, la ville continuait à se développer. Fait que les limites de temps de, par exemple, une mission pour clergé avec 100 bois, ben, tu sais, je suis rendu à 200 bois, puis j'aurais pu faire Accepté. envoyer, mais tu sais, j'avais complètement oublié. Fait que, tu sais, ça, c'est une des affaires que j'ai trouvé un petit peu plus difficile à gérer. Comme c'est le fun que tu aies l'option de soit dire ça va super lentement ou pas. Mais tu sais, c'est pour ça que juste avec cette concept-là, je vois. Pour moi, c'est pas un jeu qui est relaxant nécessairement parce que Mm. faut toujours que tu réfléchisses et tout. Puis pas un layback. Parce que si tu te layback trop et que tu réfléchis pas exactement à où est-ce que tu fais tes choses et tout, ben t'auras pas de cash, tous tes citoyens vont partir et tout. Même si la musique, oui, est relaxante puis elle aide, tu sais, je trouve pas que c'est un jeu qui est relaxant en soi. Mais là, ça me fait rire un peu, là, les deux. Vous avez l'air d'avoir dit ça, Sacha puis François. Vous laissez vraiment le jeu aller, puis vous faites le souper, ou bien vous faites autre chose en même temps, ou bien. C'est un peu un classique des jeux de gestion, en fait. C'est que tu trouves la bonne mécanique pour avoir le plus de ressources, puis tu le laisses runner pendant un bout. En fait, par exemple, Planet Zoo, qui est un autre jeu de gestion que j'aime beaucoup, souvent, je vais trouver la manière de faire de l'argent rapidement, puis je vais le laisser runner pendant que j'écoute une vidéo puis je tricote, en fait. Donc, oui. Ouais. Ben, c'est parce que c'est un type de jeu qui est différent, mais tu sais, tous les jeux comme Civilization ou Tour par tour, comme tu joues dans ton tour, puis après ça, ou que, en fait, le fait de partir va pas influencer ce qui se passe et tout. Euh, ou que tu sais, justement, tu peux faire autre chose en même temps, puis que tu n'as pas besoin de te concentrer nécessairement sur le jeu. Euh, je faisais ça beaucoup quand que je travaillais, puis que je faisais autre chose en même temps, mais tu sais, tu te mets le jeu sur une de tes écrans, tu fais une coupe de tour à gauche puis à droite, ou tu es capable de configurer que c'est tellement slow que tu peux écrire, puis après ça, quand il y a un petit bip ou un petit bing ou peu importe quoi, une notif, ben, tu retournes là-dessus. Euh, c'est une façon de travailler que j'aimais bien. Mais ce type de jeu-là, ou en tout cas Foundation particulièrement, ça serait difficile de faire ça.
Ouais, ça, tantôt, justement, j'avais testé ça en préparation de l'épisode. Pendant que je laissais mon village runner, je l'avais comme laissé à x3. J'allais me faire une tasse de beurre de peanut avec une slice de mélasse dessus. Puis, en tout cas, quand je suis revenu, j'ai raté pas mal de trucs. Le roi était pas content. Là. Merci tout le monde d'avoir resté jusqu'à la fin. Je rappelle que vous pouvez trouver toute l'information du podcast sur le site plugtamanette.com. Donc, plugtamanette.com. Tous les commentaires constructifs sont les bienvenus et le podcast, c'est une petite bébête qui évolue. Donc, on a besoin de votre feedback le plus possible. Nous retrouvons dans un mois où nous analyserons Spiritfarer de Thundus Lotus Games. Et honnêtement, quelle évolution de fou. Parce que là, on a étudié le Dating Simulator l'épisode passé. Là, on a parlé du jeu de gestion cet épisode-ci. Et l'épisode suivant va être le Dating Simulator-ish, accouplé au jeu de gestion. Ça va être malade. C'est pas un Dating On joue de Simulator. la musique. C'est pas un Dating Simulator, mais on va en parler plus tard. Ah! On a bien hâte de vous en parler en tout cas parce qu'on a. Ouais, en tout cas, let's go. Ouais, c'était un jeu que toute l'équipe Apprécie. avait mis dans. Merci encore et on se reparle très bientôt. Bye. Bye!